On va démarrer la dernière session de la journée qui est dédiée à la chirurgie de cataracte. Donc d'abord, quel implant choisir, puis les chirurgies de cataracte compliquées. Donc j'ai le plaisir de réaccueillir un docteur Rosenbaum qui va nous parler donc de quel implant choisir en chirurgie de cataracte. Jean-Pierre, à toi. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, tout d'abord, je renouvelle mes félicitations pour la qualité de votre organisation, par le dynamisme, par la qualité des présentations qui sont vraiment d'un super niveau, vraiment extrêmement intéressant. Et je pense que vous pourriez même faire carrément, en plus de cette réunion, un véritable congrès parce que vraiment, c'est super. Et puis en plus, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous êtes dans le compagnonnage, donc c'est typique, c'est un peu l'ADN de l'Académie nationale de chirurgie qui consiste, puisque les métiers de chirurgie sont typiquement des métiers de compagnonnage dans lesquels les seniors apprennent aux juniors, etc. Il y a une transmission d'expérience en plus de la théorie, et ça, c'est vraiment, et vous êtes tout à fait dans le fil de l'éthique de la chirurgie, et vraiment, euh, en tant que membre du conseil d'administration de l'Académie et président du comité TTQ, je suis vraiment très fier de l'ophtalmologie, et puis vraiment impressionné par le niveau que vous avez. Alors c'est vrai que pour être en ophtalmo à l'internat, il faut être parmi les meilleurs et ça se voit. Voilà, félicitations. Alors, je vais vous parler euh, du choix raisonné des implants intraoculaires, euh, en partant du fait que pour savoir ce qu'on met pour choisir le bon implant pour les patients, il faut savoir comment il fonctionne. Il ne faut pas rester bloqué au flyer ou même parfois on a des opinion leaders qui parlent et qui racontent ce qui est écrit dans les flyers. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de savoir comment ça fonctionne, comment les différents implants fonctionnent. Et à partir de là, ça permet de déduire ce qui est bon ou pas bon pour le patient, de déterminer les effets secondaires et finalement de faire les bons choix et d'avoir des patients satisfaits. En matière de choix d'implants, il y a des règles, mais il ne faut pas être dogmatique. Il y a des règles qu'il faut suivre dans certains cas et il y a des choix qu'il faut adapter aux besoins des patients, comme nous allons le voir. Alors, il y a deux aspects et deux éléments. Alors, donc, je vous montre ces deux articles parce que vous êtes dans une génération charnière. Vous êtes un peu comme dans la génération que j'avais lorsque j'étais interne. Il y avait le début du microscope, des implants intraoculaires, etc. Et là, vous êtes dans une génération où la table va être renversée, où des chirurgiens comme moi aujourd'hui auront du mal à comprendre ce qui se passe dans 15 ans. L'intelligence artificielle va pénétrer, va rentrer dans votre exercice quotidien. Et il est capital, puisque on va parler des choix d'implants intraoculaires, il est capital que vous compreniez bien l'importance de l'intelligence artificielle, que vous vous upgradiez à titre personnel, si vous ne l'avez pas fait, sur les acronymes, sur la façon avec laquelle on met les données, supervisées ou pas, comprendre ce que sont les biais, mais pas sur un plan commun, savoir comment ils arrivent, savoir si les datas doivent être supervisées ou pas, quel est leur intérêt, quelles sont les limites, etc. Alors, il y a un article qui va sortir dans Réflexion ophtalmologique au mois d'octobre, que j'ai écrit avec Nathanaël Cuvel-Magard, qui est ingénieur spécialisé intelligence artificielle, doctorant ENS, etc. Alors, c'est bon, il est modeste, mais c'est un polytechnicien normal sup.
doctorant en intelligence artificielle. Donc, j'ai fait l'article et je me suis abradé moi-même sur ces domaines pendant toutes ces étés et puis avant sur l'intelligence artificielle. Et en fait, je lui ai montré après l'article pour qu'il le mette dans un langage ou qu'il épure le langage, pour que ce soit un langage qui soit en même temps adapté à la compréhension ophtalmo, mais en même temps un langage juste. Et je vous incite, votre génération, donc à vraiment intégrer bien toute cette façon de raisonner, parce que ce sera vraiment ce qui va vraiment bouleverser votre exercice. Alors, donc, la présentation, elle est faite sur, d'une part, les implants toriques et puis après, les implants multifocaux. Alors, les implants toriques, bon, c'est pas un dogme, c'est devenu une nécessité. Donc, il y a des règles qu'il faut suivre. Bon, quand choisir un implant torique, quand l'astigmatisme cornéen est supérieur à 1,25 et d'autant plus qu'il est invexe, hein, qu'il est inverse, je veux dire. Alors, je vous rappelle que quand vous mesurez l'astigmatisme avec votre autoréfractomètre, hein, c'est l'astigmatisme total, c'est-à-dire qu'il y a l'astigmatisme antérieur, l'astigmatisme postérieur, l'astigmatisme cristallinien et également l'astigmatisme rétinien. La topographie et le biomètre vont mesurer, eux, l'astigmatisme cornéen, antérieur et postérieur, et va vous permettre de déterminer si cet astigmatisme est régulier ou irrégulier. Et donc, lorsqu'on a sur ces trois figures, vous avez l'axe de l'astigmatisme, un axe direct, régulier, hein, sur la gauche, et inverse régulier en bas. Et à droite, vous avez naturellement une image que vous connaissez bien sur les astigmatismes irréguliers qui vous évoque le kératocone. Alors, quand vous faites votre biométrie, donc vous avez différents systèmes, différents biomètres, différents calculateurs en ligne. Alors, ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il faut vous aligner. Il y a un système mémotechnique simple pour savoir, pour ne pas faire d'erreur sur l'axe de l'implant. Il faut s'aligner sur K2. Hein, donc, l'implant est aligné sur K2, vous regardez votre K2, et parfois, quand vous allez choisir l'axe, c'est pas inintéressant de regarder l'axe que vous avez sur le biomètre et en même temps l'axe que vous avez sur le dossier, d'autant si vous avez la chance d'avoir un dossier ancien dans lequel le patient venait avant d'avoir la cataracte, vous pouvez confronter l'axe que vous aviez avant avec l'axe que vous obtenez avec le biomètre, hein, et là, soit vous avez une concordance, ou soit vous avez une divergence. Si vous avez une divergence importante, il faut se poser des questions, il faut faire d'autres examens. Si vous avez une divergence qui est par exemple, de 20 degrés, bah, vous allez viser sur l'axe qui vous paraît le plus cohérent entre les deux ou plus en faveur du biomètre. Alors, quelles sont les conséquences d'une erreur d'axe? Alors, je vous rappelle sans doute des choses que vous connaissez déjà. Si vous faites une erreur d'axe de 15 degrés, donc vous faites une sous-correction de 50%, c'est-à-dire que votre astigmatisme sera corrigé, mais à 50%. Si vous faites une erreur de 30 degrés d'axe, eh bien, vous allez avoir exactement le même astigmatisme, mais dans un axe différent. Quant à et ce qui arrive, si jamais un implant tourne à 90 degrés, eh bien, vous aurez un doublement du cylindre. En gros, vous avez une tolérance de 5 à 10 degrés. Alors, lorsqu'un implant tourne, il faut quand même se poser la question, bon, je vais le remettre rapidement, mais si vous êtes sûr de ce que vous avez fait, vous dites pourquoi il ne va pas tourner encore une fois. Et c'est un peu le problème. Parce que si vous recommencez une deuxième fois, c'est toujours embêtant, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il tourne. Alors, il y a parfois, on peut remplir plus ou moins la chambre antérieure en fin d'intervention, mais alors il y a un système que j'ai moi-même utilisé dans un cas comme ça. C'est un astigmatisme important. J'étais sûr de l'avoir mis à 90 degrés. Je l'ai retrouvé à 0 degré. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit, si je le remets à 90 degrés, je vais me retrouver dans la même situation. Et en fait, j'ai mis un anneau de tension capsulaire parce que j'ai raisonné en me disant que l'anneau de tension capsulaire va finalement tendre la capsule sur l'axe, sur les endroits où il y a l'appui de l'implant. Et finalement, j'ai fait ça et ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai remis l'implant dans le bon axe
et j'ai mis un anneau de tension capsulaire. Je vous donne ce petit truc parce que ça peut être quand même, ça peut vous être utile dans certains cas. Alors, dans la chirurgie, la reconnaissance visuelle de la position de l'implant vous sert déjà. Donc, elle est utilisée par certains laboratoires, Callisto, Verion, qui vous servent à orienter correctement euh, l'implant pour traiter correctement votre astigmatisme. Alors ensuite, donc là, on va aborder un sujet qui n'est plus un sujet, disons, dogmatique, qui est un sujet d'appréciation. Alors, comment augmenter la profondeur de champ lorsqu'on opère un patient de cataracte? Alors, la problématique est la suivante. La fonction accommodative a disparu. Les différents implants intraoculaires accommodatifs ont été infructueux. J'en avais vu certains. J'ai eu l'occasion d'en voir et même d'en tester certains et même de discuter sur un plan R&D sur les impératifs pour avoir une pseudo-accommodation. Enfin, toujours est-il que jusqu'à présent, ils ont été infructueux. Donc, le problème est comment approfondir un champ de vision avec une optique fixe. Alors en fait, rappelez-vous bien, je dirais, c'est presque la photo principale, la slide principale, c'est qu'en fait, quels que soient les implants que vous prenez, ils utilisent tous ces principes, isolés ou associés. Tout d'abord, la première façon, c'est plurifocal, il peut être diffractif ou réfractif. Ça veut dire qu'en fait, vous allez répartir l'énergie lumineuse sur plusieurs foyers. Vous aurez des effets photiques plus ou moins importants la nuit en particulier. Et nous allons revenir dessus, c'est que par exemple dans les implants diffractifs, vous perdez une partie d'une énergie lumineuse qui peut être de 6 à 15% en fonction des implants. Ça veut dire que finalement, c'est comme si on baissait la lumière de 10%. C'est-à-dire qu'on voit, mais on a besoin de lumière. Quand par exemple des gens lisent de près, ils ont besoin de plus de lumière. Alors en fait, l'idée, c'est l'énergie lumineuse, c'est comme un fleuve qui ramènerait de l'eau vers une terre. Et puis finalement, on répartit là, sur plusieurs endroits. Ce grand fleuve d'énergie, d'eau, va donc se répartir sur plusieurs endroits. Donc il y en aura moins il y aura de l'irrigation sur chaque terre, mais il y en aura moins que s'il n'y a pas de plusieurs irrigations. Et donc, ça veut dire que, en fait, si on veut que toutes les terres soient irriguées, il faut plus d'eau. Et là, c'est pareil, si on veut que la vision de loin, la vision intermédiaire et la vision de près soient bonnes, il faut plus de lumière. Donc ça, c'est une règle générale. Alors ensuite, vous avez le monofocal EDOF, ce qu'on appelle le monofocal plus. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur la terminologie. En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir plutôt comment ça fonctionne. Alors le monofocal plus, hein, en fait, pour obtenir, on cherche à obtenir, on a une seule focale, on est sur un principe qui est plutôt réfractif et non plus diffractif, et on cherche à allonger une focale. Alors bien sûr, il faut savoir s'étendre sans se répandre, c'est-à-dire que si on étale trop la focale, on a des effets photiques secondaires, etc. On est dépendant, on doit prolatiser, parce que pour obtenir cet effet-là, on utilise des aberrations sphériques positives. Et donc, plus on veut obtenir des faits, plus on est obligé de prolatiser l'optique sur une zone plus ou moins importante. Et donc, plus cette zone est prolatisée, plus elle sera dépendante de la position de l'implant et de la forme de la pupille. Donc, les fournisseurs d'implants doivent jongler à travers différents principes de façon à prolatiser, mais pas trop, sur la face antérieure ou sur la face postérieure, mais de façon à avoir une bonne tolérance et à ne pas être dépendant de la pupille. Sachez que ça fonctionne sur la prolatisation, qu'elle soit antérieure ou postérieure, est très enfin, plus ou moins importante en fonction des implants. Par exemple, sur l'alliance, euh, par rapport aux techniques de référence, vous avez en profilométrie peut-être 4 microns de différence. Donc très peu de prolatisation. Donc, si un orateur vous dit ah ben moi, avec cet implant, j'obtiens 10 dixièmes par INO2, ça ne vient pas de l'implant. Ça vient d'une conjonction
entre la forme de l'implant et les aberrations d'origine cornéenne. C'est impossible techniquement. Alors après, vous avez d'autres implants, comme l'implant de chez Oya, là, le Vivinex, qui présente euh, environ, je crois, 20-25 microns de prolatisation. Enfin, c'est un effet d'aberration sphérique négative et positive qui permet d'augmenter la profondeur de champ. Et donc, on s'aperçoit sur 2 millimètres. Et donc, on s'aperçoit que ces implants ont toujours des limites dans leur action parce que l'objectif des fabricants d'implants qui fabriquent les monofocaux plus, c'est que ces implants prennent le relais des implants classiques monofocaux. Et il faut savoir qu'actuellement, les industriels indiquent que environ sur le marché français ou mondial, je ne sais pas, enfin je crois français, 30% des implants actuellement sont des monofocaux plus. Et donc on est en croissance et donc on peut penser que le marché des monofocaux plus va augmenter de plus en plus. Donc ce sont des implants qui marchent bien, dont les effets sont divers, ils ont une limite. Et les effets sont divers et ils sont également en fonction des aberrations cornéennes. Vous avez enfin un dernier effet, qui est l'effet de trousse sténopéique que vous avez par exemple avec l'implant Camera, et un effet que vous entendrez, qui est un effet axicone, effet pseudo-axicone, euh, qui fonctionne sur les principes de Bessel. Et en fait, c'est un principe dans lequel l'énergie lumineuse passe par un tunnel et il n'y a aucune perte d'énergie entre le départ et l'arrivée. Donc, c'est un système qui est, par exemple, vous envoyez un faisceau laser, il arrive jusqu'à la Lune sans perdre d'énergie s'il n'a pas subi d'interférence entre. Alors, en fait, dans les implants, on voit cet effet pseudo-axicone développé dans certains implants, par exemple l'implant Extend. Probablement le nouvel implant Johnson Johnson, mais ils sont souvent dissimulés par le secret industriel. Mais quand on voit la façon avec laquelle ils représentent le résultat de leurs implants, on sait que derrière, il y a ce type de technologie. Et donc, je vous incite, je ne vais pas vous développer les faisceaux de Bessel et les flexicone, mais je vous incite de regarder dans Google. Vous verrez, c'est très intéressant et vous comprendrez le troisième effet de ces implants. Donc, autrement dit, vous avez ces trois principes qui sont soit isolés, soit associés pour obtenir des profondeurs de champ. Donc, vous aurez des courbes des focus, des faisceaux qui sont représentés là-dessus. Vous avez un foyer monofocal en haut, bifocal en deuxième, un foyer allongé sur le troisième, avec des courbes de défocus telles que vous allez les voir, avec un foyer qui décroît, avec plusieurs foyers, trois foyers, un monofocal plus, une élongation, etc. Ce sont des courbes de défocus. D'ailleurs, c'est pas mal que vous voyez aussi, je ne veux pas non plus perdre, enfin, vous faire prendre trop de temps en vous expliquant comment on fait une courbe de défocus, mais c'est pas mal que vous sachiez faire vous-même des courbes de défocus parfois pour faire vos propres études sur les cas que vous opérez et pas seulement écouter ceux qui vous sont communiqués. C'est pas difficile à faire une courbe de défocus. Vous ou vos assistantes, vos assistants peuvent éventuellement les faire. C'est toujours très intéressant d'avoir ces valeurs de propres résultats pour apprécier ce qu'on fait. Alors, le principe de la diffraction, alors quand on a ce principe de diffraction, moi, en ce qui me concerne à titre personnel, ça m'énervait parce que j'entendais euh, plein de choses, je comprenais des choses, j'en comprenais pas. Je lisais les articles de Damien Gatinel, qui s'arrangent toujours pour qu'on comprenne jusqu'à un certain moment, puis après on comprend plus. Alors donc, je me suis abradé, j'ai suivi des cours par Internet sur la physique, et puis on s'aperçoit que ce principe nous amène très vite sur la physique quantique. Et il y a une limite de ce que notre compréhension en tant qu'ophtalmologiste peut comprendre, mais c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Alors en fait, les réseaux diffractifs, quand un faisceau arrive, c'est un peu comme c'est Fresnel, hein, vous savez, le polytechnicien jadis, qui en 1817 avait remporté le prix à l'Académie des sciences en démontrant que la lumière
avait ces phénomènes un peu diffractifs, et c'est les fameux phares de Fresnel, etc. Alors, quand la lumière va rencontrer ces surfaces diffractives, la lumière va se répartir, pas de façon géométrique comme Newton, mais elle va se répartir selon des ondes. C'est ondulatoire. La lumière est ondulatoire, ce sont des ondes. Et ce sont des ondes qui, un peu comme des vagues. Et quand les vagues vont, on va voir deux directions de vagues, quand elles vont converger, elles vont additionner leurs effets, à condition qu'elles arrivent selon certains angles. Et alors, dans ces réseaux diffractifs, le principe, c'est que la lumière se répartit selon des vaguelettes, des ondes, et dans certains axes, eh bien, ces ondes vont s'additionner pour donner des interférences qu'on appelle constructives. Alors, vous avez, ça se concentre dans différents axes, par exemple vers la rétine, vers un petit peu en avant de la rétine, encore un petit peu en avant, et vont se concentrer, par exemple, dans 3 foyers. Vous aurez également des ordres qui vont être des ordres, parce que comme ça répartit pas seulement en 3 ordres, loin, près, intermédiaire, mais il va y avoir des ordres qui vont partir aussi plus en périphérie. C'est ce qu'on considère, c'est l'énergie perdue dans ces implants. C'est l'énergie perdue, et c'est ça qui va être dans la chirurgie réfractive. Les constructeurs, les fabricants d'implants vont chercher par des algorithmes itératifs, etc., de limiter au maximum cette perte d'énergie, ce qui fait qu'à l'époque, on avait des implants diffractifs avec des pertes d'énergie de l'ordre de 15-16%, et maintenant on arrive à des pertes d'énergie de 8-9%, 7-8% même. Alors, les marches deviennent de plus en plus basses. Et donc, il y a un contrôle grâce justement à ces algorithmes itératifs de plus en plus précis. Alors, ce petit rappel quand même, pour rappeler les principes de base, hein, c'est que la hauteur des marches va déterminer le pourcentage d'énergie déviée vers la focale désirée. Là, vous avez l'ordre 0. En général, l'ordre 0, c'est l'ordre non dévié. Le plus souvent, c'est dirigé vers la rétine, c'est-à-dire ça correspond à la vision loin, mais pas toujours. De plus en plus, cet ordre 0 est dirigé vers la vision intermédiaire, et on a les autres ordres, 1 et 2, qui se dirigent vers la vision de loin et la vision de près. La hauteur des marches va déterminer le pourcentage d'énergie déviée vers la focale désirée. Vous aurez par exemple des fabricants d'implants qui disent, voilà, on voudrait un implant qui nous donne surtout une vision de loin. Donc, on va choisir une forme qui va nous donner, par exemple, 45% d'énergie en vision de loin. Il y en a d'autres qui diront, on va davantage privilégier la vision intermédiaire. Donc, ils vont choisir la géométrie de l'implant en fonction de ça. Et là, vous voyez, c'est ce qui explique les différences entre les différents implants. Alors, maintenant, le monofocal plus. Alors là, vous avez par exemple alors le principe, c'est d'allonger la focale. L'exigence demandée pour qu'un implant ne soit plus monofocal et devienne monofocal plus est relativement faible. Comme vous pouvez voir sur la courbe de défocus, alors en vert, c'est le Technis de référence. Par exemple, là, on est sur le Hayance. Et on le compare par exemple au Technis monofocal. Vous voyez que la courbe, on part toujours en général, alors les fournisseurs s'arrangent toujours pour partir au-delà de 10 dixièmes ou 10 dixièmes. Là, on parle de 10 dixièmes, c'est le log 0. Et petit à petit, quand on arrive vers un défocus de -1, -1,50, eh bien, la courbe diminue. C'est-à-dire que là, par exemple, on peut s'apercevoir que l'alliance donne, par exemple, sur ce qui correspondrait à -1,50, par exemple, on va regarder -1,50, on a log 0,2, et si on prend le Technis monofocal, on aura sur cette même abscisse, on aura log 0,3. Donc, on voit mieux quand on rapproche, ça veut dire que quand on rapproche la lecture, enfin, quand on se rapproche, on voit mieux avec l'alliance qu'avec l'autre. Vous voyez le profil du Vivinex, dans lequel vous avez cet élément, c'est sur les 2 mm centraux, et vous voyez qu'on utilise là un système d'aberration. On joue sur les aberrations sphériques positives et négatives, tout ça sur 2 mm, hein, de façon à obtenir une élongation focale.
Alors, les autres éléments qui sont à considérer quand même quand vous allez choisir vos implants, c'est l'angle kappa. Alors, il faut faire attention en particulier chez les hypermétropes, les aberrations cornéennes élevées. Le tableau, vous voyez, vous lisez mal sans doute, c'est le tableau blanc, là, enfin la figure blanche dans laquelle vous avez des chiffres en colonne. C'est probablement lié à vos aberrations optiques. Et en fait, c'est une étude qui a été faite par un Australien qui s'appelle, je crois, Versace. C'est pas le fabricant de costumes, mais c'est un ophtalmologiste connu. Et donc, il a étudié l'incidence des aberrations optiques cornéennes sur, pour un même implant, l'efficacité. Et on voit l'influence des aberrations optiques cornéennes sur les différents implants. Alors, bien sûr, la régularité de la topographie, la kératométrie est important. Tout ça, ça va venir dans le choix, ça va intégrer le choix des implants que vous allez faire. Alors, quelles sont les limites, les objectifs des différents implants et les précautions qu'il faut prendre? Alors, tout d'abord, quand vous allez avoir un patient, vous allez définir les objectifs en fonction de ce patient. Alors, si par exemple, vous voulez obtenir absolument 10 dixièmes par Inno 2, vous allez prendre un monofocal style full range. Ça va être à ce moment-là un compromis, donc pas de verre correcteur, mais davantage de besoins de lumière, je veux dire, et des effets photiques plus importants qu'on peut avoir notamment la nuit. Donc les patients peuvent être prévenus. Alors actuellement, doivent être prévenus de ça. Alors actuellement, on se retrouve devant quelque chose de tout nouveau, sans doute sous la pression des labos, etc. C'est que maintenant, jusqu'à une période toute récente, quand les gens étaient opérés de cataracte, bon, ils avaient bon, ils étaient contents de récupérer la vue. Et maintenant, ce qui se passe de plus en plus, c'est que vous opérez quelqu'un qui est, par exemple, vous avez déterminé que vous mettez un monofocal. La personne est super contente, hein. Elle est très contente, hein. Et puis, elle va jouer au bridge, elle va jouer au golf, enfin bref, faites tout ce que vous voulez. Et puis, elle rencontre une copine qui dit, ah ben écoute, c'est formidable, j'ai été opéré et j'ai plus de lunettes. Ah bon? Ah ben moi aussi, j'ai été opéré. Et t'as des lunettes? Alors c'est là que les problèmes commencent. C'est-à-dire que la personne qui était contente, eh ben, elle se dit, tiens, moi, je sais pas, moi, j'ai besoin de lunettes, elle n'a pas besoin de lunettes. Et c'est là que les problèmes commencent et la personne revient vers le chirurgien, dit, pourquoi vous ne m'avez pas mis d'implant multifocal, etc. Donc, en fait, maintenant, depuis une époque toute récente, on est obligé de justifier notre choix auprès du patient. C'est-à-dire qu'on leur dit, jusqu'à présent, le problème ne se posait pas, mais maintenant, il faut leur dire, je ne peux pas vous mettre d'implant multifocal, car vous avez une impossibilité, chaque cas est un cas différent. Bon, bref, il faut passer son temps là-dessus. Éventuellement, dans certains cas, on peut prendre un monofocal plus, ce qui permet d'augmenter un peu la profondeur de champ en lui expliquant que son cas n'est pas compatible. Alors, donc, si vous voulez, le 10e P2, ce sont les multifocaux, les full range à édition 3, 3,25. Alors, il y a une série d'implants que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ce sont les LOAD, c'est-à-dire qui ont une addition de 2, de 25. Je trouve ça super bien, parce que d'abord, les gens ont une super vue de loin. Vraiment, ils ont un bon 10 dixième. Ils arrivent à lire tranquillement Parino 3, Parino 4. Quand on est en binoculaire, on peut jouer sur la micro monobascule. Il y a peu d'effets photiques. Et c'est un véritable compromis. Moi, personnellement, j'aime bien parce que j'ai le sentiment de ne prendre strictement aucun risque d'insatisfaction en les mettant. Je les préviens de la possibilité de mettre pour des petits caractères d'utiliser des lunettes, mais ils sont très contents. Alors, je précise que quand même qu'il y a... alors, il faut vous renseigner, sur la gamme, il y en a plusieurs. Il y en a certains qui demandent un supplément dans lequel les patients payent un supplément à la clinique pour l'avoir. Et il y en a certains qui sont inclus dans le TIPS, hein. Ça, je vous laisse le soin de rechercher, hein. Je ne peux pas faire de publicité là pour un implant ou pour un autre, mais je vous laisse le soin de faire vos propres recherches. Mais enfin, en tout cas, c'est un implant que moi, personnellement, je trouve très, très bien. Alors après, vous avez le monofocal plus. Alors, le monofocal plus, qui va être l'implant que vous allez mettre de plus en plus, c'est un implant dont l'objectif, en gros, c'est 10 dixièmes, une bonne vision de loin. Et puis de loin, on est aux alentours de Parino 5, Parino 6. On peut jouer aussi sur la micro-monobascule, hein, on peut jouer là-dessus. On n'a pas de risque, hein. C'est un compromis. On augmente légèrement la profondeur de champ.
Alors, sur la vision rapprochée, l'effet sur la vision rapprochée est très variable, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dépend des aberrations optiques de base et de la kératométrie, si on a une kératométrie importante, etc. On va passer également sur un autre aspect qui est très important tout à l'heure, qui est l'ELP, hein, la position prévisionnelle de l'implant. Alors, il faut savoir aussi que quand vous allez voir un implant, renseignez-vous sur l'importance de la prolatisation centrale, c'est-à-dire la différence si l'implant est de 40 microns, 20 microns prolatisé sur sa partie antérieure. Ça vous permettra de comprendre immédiatement la tolérance que vous avez sur cet implant. C'est-à-dire si vous avez un implant qui a beaucoup de possibilités d'exigence en monofocal plus, ça veut dire qu'il est par définition plus sensible à la position de la pupille, plus sensible à la position, à l'ELP, plus sensible aux autres paramètres. Donc, c'est-à-dire que plus vous avez de potentiel et plus c'est sensible au caractère anatomique de l'œil. Et le challenge des fournisseurs, c'est justement de trouver le meilleur compromis. Alors, je ne pouvais pas faire cette intervention sans vous parler du calcul de l'implant. Car la satisfaction du patient, surtout si on rentre maintenant dans les multifocaux, dans les implants plus complexes, on a besoin d'avoir un calcul d'implant vraiment le plus précis possible. Alors, en fait, vous avez des tas de formules qui sont arrivées. À l'époque, c'était beaucoup plus simple. Maintenant, vous avez des tonnes de formules. Et donc, je les ai pour vous permettre une meilleure compréhension, meilleure intégration, classée en génération. Alors, vous avez tout d'abord les formules de troisième génération que nous utilisons couramment. Le SRKT, qui est très bien adapté pour les implants, je dirais, qui sont plus longs de 22 mm. L'implant Offer-Q, qui marche très bien pour les implants courts, inférieurs à 21 mm 5. La OLAD 1 qui est relativement peu utilisée, qui est assez polyvalente. Nous avons les implants de quatrième génération qui vont utiliser des paramètres supplémentaires comme la profondeur de chambre antérieure, la barrette 2 universale qui est de plus en plus utilisée, hein, qu'on trouve facilement en ligne, la GIS et la OLAD 2. Alors vous avez maintenant les formules de cinquième génération qui intègrent la position prévisionnelle de l'implant et l'intelligence artificielle. Alors, parfois, vous avez des formules qui vont utiliser que l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les learning machines, ou les deep learning qui vont petit à petit sortir de la formule. Vous avez des formules mixtes qui vont intégrer les phénomènes optiques, c'est-à-dire que, par exemple, on va déduire de la longueur axiale et de la kératométrie la profondeur prévisionnelle de chambre antérieure, et on va intégrer en plus avec les données d'intelligence artificielle, enfin les données recueillies, et ça va être un peu ça va être comme ça qu'on va fonctionner la formule de Damien Gatinel, de Sade et de belle manière, qui vont permettre d'améliorer la précision justement de l'implant, parce que la position prévisionnelle de l'implant est capitale. Et d'ailleurs, petite parenthèse très importante, quand vous mettez un implant, même si vous n'utilisez pas toutes ces formules, regardez la profondeur de chambre antérieure. Très important. Vous l'avez sur le biomètre. Si vous avez une chambre antérieure étroite, plus étroite, vous êtes à 2,25 par exemple, prenez plutôt l'implant un peu moins fort, enfin, par rapport au zéro, quoi. Et si vous avez une chambre antérieure plus profonde, prenez plutôt celui qui est un peu plus fort, car vous aurez besoin plus d'effets convergents. Alors, donc ces formules, vous les lisez, hein. Donc, alors la formule Perl GDS, qui est la formule dans laquelle on parle beaucoup en France, elle repose sur les principes optiques, sur le machine learning pour estimer la prévision de la position de l'implant. Elle intègre la kératométrie, la longueur axiale et la profondeur de chambre antérieure. Alors cette formule, elle est particulièrement adaptée sur les yeux complexes, les yeux très longs, les yeux très courts et les yeux ayant subi de la chirurgie réfractive. Alors, il y a également une autre formule qui fonctionne très bien sur la chirurgie réfractive, c'est la formule AIGIS, hein, AIGIS-L ou AIGIS-M, moi personnellement que j'utilise beaucoup et qui marche vraiment très bien, une très bonne formule. Bon, je veux dire que moi j'ai des bons résultats avec, mais la formule PRGS a l'air de devenir un peu une référence dans ce domaine. Alors, les critères de choix de formule, en fonction de la longueur axiale, vous allez je vous laisse photographier, hein, je vous laisse photographier. Donc, ça nous fera gagner du temps.
vous allez choisir différentes formules en fonction des types d'yeux, en fonction de la longueur axiale, hein, en fonction de la profondeur de champ intérieure. Et pour les yeux complexes, nous en avons parlé. Alors, c'est vrai que les deux formules qui sont assez, je dirais, utilisées actuellement, c'est Barrett 2 Universal et Pearls GDS pour les implants, pour les problèmes complexes, sachant que la formule SRKT reste une très bonne formule polyvalente qui marche bien. Faut faire Q pour les petits yeux. Alors, un élément important dans vos critères de choix, bon, j'ai pris ça, je l'avais utilisé pour un autre congrès, c'est qu'en fait, en fonction du métier et en fonction de la vie de la personne, on va voir différents pourcentages de notre vie, enfin, le pourcentage dans lequel nous avons passé du temps va changer selon que nous travaillons, selon que nous sommes retraités, selon notre activité. Et c'est très important ce pourcentage de temps passé. Jadis, on passait beaucoup de temps en vision de loin et en vision de près. Maintenant, la partie intermédiaire pour tous les gens actifs est devenue une partie prégnante et de plus en plus importante. Et c'est très important dans le choix des patients. Parce que finalement, actuellement, la vision de loin, finalement, on s'en sert, on en a de moins en moins besoin hein, quand on réfléchit. Les gens conduisent les gens regardent regardent moins la télévision, regardent plus leur tablette. Les gens regardent leur ordinateur, leur smartphone. Finalement, on s'aperçoit qu'en pourcentage de vision, on utilise de moins en moins. Bon, on peut aller au ciné, mais on utilise de moins en moins la vision de loin. Donc, toute cette partie-là, c'est important. Il faut vraiment s'adapter au jeu du patient. Alors voilà, donc ça c'est un tableau qui est, je vous ai mis là-dessus, c'est un tableau un peu synoptique dans lequel il y a globalement les choix d'implants en fonction de ce qu'on souhaite, en fonction de leurs effets. Si on veut avoir des implants qui sont plus intermédiaires, plus vision loin, et également le corollaire qui est les effets photiques. Je terminerai par deux choses importantes c'est l'objet de mon futur article. Et voilà ce que vous allez avoir plus tard dans vos cabinets ou dans vos centres, dans vos hôpitaux. C'est la fameuse boucle numérique. C'est-à-dire que toutes les données préopératoires seront saisies. Il y aura une itération. Et parce que vous aurez en même temps que vous verrez un patient, le retour des informations qui vous viendra justement des datas post-opératoires. Ces datas, et ça on va venir sur la boucle, donc vous aurez toutes ces données, l'imagerie, les données biométrie. Ces données d'imagerie OCT, par exemple, arriveront au microscope qui va devenir la tour de contrôle de tout le bloc opératoire. Il aura une reconnaissance visuelle avec un OCT embarqué. Il répondra à votre demande du style met au point sur la capsule. Il pourra bénéficier de la réalité augmentée, de la réalité mixte, qui pourra vous permettre de confronter l'image préopératoire et l'image post-opératoire. Il sera en même temps connecté au phaco-émulsificateur, parce que finalement, quand on opère en phaco, quel est le problème parfois? C'est la chambre antérieure, profondeur de chambre antérieure. Actuellement, les perfusions sont réglées sur le tonus. Même les dernières qui arrivent sont réglées sur le tonus oculaire. Or, on sait bien que si par exemple on a un œil très myope, donc dès qu'on va mettre la perfusion, le cristallin va plonger et le patient va avoir un peu mal. C'est l'extension de la zonule qui va faire ça. Donc, et inversement, quand on a une chambre antérieure très étroite, on aurait besoin un peu plus de profondeur de champ. Donc, de profondeur de chambre, je veux dire. Et donc, cette image embarquée va nous permettre probablement de régler la perfusion du phaco et permettre d'augmenter la profondeur de chambre. Ensuite, il y a toute la stratégie, parce que si vous avez par exemple une cataracte subluxée en amont ou une cataracte complexe, eh bien, les data pré-op vont vous permettre d'anticiper par rapport au matériel, vous savez, qui ne s'est pas trouvé un jour au bloc, a demandé un matériel, il n'y en avait pas dans la salle, la penseuse est partie, etc. Se permettre de planifier. C'est très important dans les diminutions du risque opératoire. La stratégie, si vous avez par exemple un implant subluxé, vous devrez prévoir un matériel, vitrectomie, etc. Donc ce sera bien que tout soit préparé à l'avance. Enfin, les datas post-opératoires.
le temps va passer où on disait, voilà, bon, ça marche, ça marche pas. C'est que vous allez avoir vos datas qui vont être analysées au fur et à mesure, qui vont être confrontées à la base de données, qui sont des données supervisées, venant d'échantillons référencés. Et vous pourrez d'abord, d'une part, vous situer par rapport à ce que font les autres, à ce qui est la norme, et d'autre part, donc ainsi améliorer votre technique et en même temps apporter ces données dont vous disposerez en temps réel. Eh bien, quand un patient présentant certains paramètres viendra vous voir et dira je veux ça, j'aimerais bien voir ça, eh bien vous pouvez avoir ça, mais vous aurez tant de chances d'avoir ce problème, tant de chances d'avoir cet avantage. Alors voilà, ça c'est pour vous donner une idée du microscope du futur. Vous verrez ça dans l'article qui va partir, qui va passer sur réflexion en octobre 2025. Donc mes conseils pour commencer. Donc les voilà, hein, donc c'est un petit résumé. Attention aux astigmatismes, hein. Kératométrie dans la norme, longueur axiale moyenne, pupille normale. Ça c'est pour commencer, hein. Donc si vous voulez commencer, voilà les critères. Pas d'astigmatisme, une kératométrie dans la norme, longueur axiale normale, des pupilles normales. Je vous conseille, si vous voulez, si vous êtes vraiment débuté sur le domaine pour avoir une bonne impression, commencez par les LOAD. Vous ne prendrez pas de risque. Limitez la taille d'incision parce qu'il faut faire attention, faut être assez périphérique parce que plus vous allez rentrer vers le centre de la cornée, plus vous allez être très stigmatogène. Donc soyez périphérique. Limitez votre taille d'incision. Diamètre régulier du capsulorhexis, bien entendu. Un bon nettoyage du visqueux. Calcul d'implant, très important. Vérifier la profondeur de chambre antérieure, je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Bien sûr, pas de dégénérescence maculaire, hein. Pas de glaucome, parce que si vous avez une atteinte du champ visuel, bah forcément, vous allez avoir une diminution de la sensibilité rétinienne. Et forcément, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme vous perdez l'énergie lumineuse, le patient risque d'avoir des soucis, hein, donc surtout si le glaucome augmente. Donc, en ce qui me concerne, le glaucome, je ne parle pas de l'hypertonie, hein, je parle du glaucome avéré. Donc, c'est pas une bonne indication. Le film lacrymal, bien entendu, dès qu'en conclusion, je vous dirais, l'ophtalmo doit adapter l'implant aux besoins du patient s'il ne veut pas avoir à gérer l'insatisfaction. Je vous remercie tous de votre attention et j'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ce topo très exhaustif. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, j'avais deux questions. Est-ce que tu as les mêmes critères pour les implants EDOF que pour les implants multifocaux ou est-ce que c'est moins strict pour un VVT ou un cutting edge Oui, Synthesis Plus? alors le VVT, pour moi, c'est un implant, c'est un implant réfractif bifocal avec une zone de transition. En gros, il y a cette petite pastille centrale. Allô, allô, oui. Cette petite pastille centrale, tu as une partie périphérique et une partie centrale qui sont reliées par une zone de transition qui va faire l'effet, qui va faire la jonction entre les deux. Alors, je pense que pour le VVT, il y a effectivement, il faut sélectionner les patients, en particulier sur la pupille. C'est très important également sur la profondeur de jambe antérieure est très important. Sinon, pour les monofocaux plus, il n'y a pas vraiment de problème. Sauf si, à la limite, le patient avait un truc vraiment bizarre sur la cornée, un truc très bizarroïde, des T un peu partout, etc. Où là, je simplifierais les choses. Mais sinon, je dois avouer, c'est pour ça que cet implant a toutes ses chances cette catégorie d'implants a toutes les chances de s'imposer. Alors maintenant, dans le type d'implant, il faudra savoir, en fonction de l'implant que vous utilisez, enfin, que tu utilises, celui qui a le plus de tolérance, celui qui a le plus d'effets. Donc, en gros, je pense que plus il a d'effets, moins il a de tolérance. Donc, voilà, c'est un peu ce que je pense. Et juste une deuxième question, si je peux, si j'ai le temps. Pour les myopes. Alors moi, pour les myopes, en général, je prends un implant, je sais pas, un Oya Vivinex XYSP classique, je vise -2. Est-ce que tu as des méthodes? Est-ce que tu utilises parfois, je serais tenté d'utiliser un monofocal plus qui n'a pas finalement tant d'effet que ça. Est-ce que Ouais. ça pourrait apporter un petit bonus à ces patients myopes?
Oui, ça dépend du degré de myopie, hein. Donc, tu sais, tu parles des très fortes myopies ou Ça peut tu... être aussi des myopies plus modérées, Oui, moins 2, moins 3, moins oui. 4. Alors, sur les moins 2, moins 3, oui, c'est tout à fait possible. Alors, faut faire attention parce que le problème des myopes, c'est qu'ils sont habitués à voir très bien de près. Et c'est ça le problème, hein, surtout. Et c'est un peu la règle parce que on a un problème, c'est-à-dire qu'à la limite, un myope, euh, sur un myope de moins 2 se poserait le problème de l'implant multifocal, hein, parce qu'il faut lui redonner, je parle d'un myope de moins 2, hein, je ne parle pas d'un myope de moins 10, hein. Euh, le problème, c'est que si tu veux lui donner la vision loin, il faut absolument lui laisser la vision de près, sinon il ne sera pas content. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais, pour ce myope de moins 2, tu as deux options. Ou bien tu lui laisses, c'est la personne qui veut vraiment, qui est très attachée à la lecture de près, et donc soit tu lui laisses une myopie, mais le problème c'est qu'il sera, il dira ah oui, je suis un peu myope déjà, donc j'ai moins d'effet par l'opération de la cataracte, ou alors tu lui mets un full range multifocal en lui disant il verra mieux de loin, et puis en même temps il conservera une vision de près correcte. Et en ce cas-là, je pense que tu peux lui faire plaisir comme ça. Ok, donc un full range peut être indiqué chez ces patients myopes moins 2 par Soit exemple. un mois deux, oui, c'est ça, voilà. Soit un mois deux. D'accord. Si c'est sur un. J'ai une fois un patient qui m'a pris la tête comme ça. Il avait moins 7 moins 8. Il avait lu tout ce qu'il pouvait y avoir sur YouTube, etc. Et son exigence était en plus, c'était quelqu'un un petit peu profil complexe. Donc beaucoup d'exigences. Il disait, oui, je veux un implant qui permette de voir en même temps de loin, avoir une très bonne vision de loin et en même temps avoir une très bonne vision de près, très, très carrée, etc. Donc je vais t'écouter comme je n'arrivais pas à m'en sortir. C'est un examen particulièrement. Il y en a certains qui plombent beaucoup. On ne sait pas comment s'en sortir. Je vais écouter, je vais essayer de réfléchir pour répondre à votre besoin. Donc, j'ai attendu quand même quelques jours parce que franchement, il m'avait pris un peu la tête. Et puis, après un certain temps, c'était au moins 15 jours, 3 semaines, je lui rappelle, je dis voilà, j'ai décidé finalement je me rappelle plus ce que j'avais choisi, mais pas un multifocal parce que voyant la personnalité du patient, alors il m'a dit, oh bon, il n'était pas content que j'ai mis si longtemps pour lui répondre. Il dit, bah, je vais aller voir un collègue. J'ai vu un collègue qui va mettre un implant multifocal. Bah, je lui ai dit, bah, c'est parfait, c'est très bien. Non, parfois il vaut mieux. Non, c'est vrai que parfois c'est aussi une histoire intéressante parce que quand on a dans ce type d'implant un patient à problème, c'est sympa enfin, qu'un autre collègue le prenne en charge. C'est pas un cadeau forcément, mais c'est une question d'acceptation, quoi. Voilà. J'avoue que personnellement, moi, c'est 80% à peu près de mes patients. Je les mets à plan d'un côté avec un EDOF assez puissant et de l'autre côté, enfin, ce que tu appelles des multifocaux à low range. Mhm. Et de l'autre côté, je mets une mini monovision, moins 0,75. Ils sont tous à 10 dixièmes P2, C'est très peu bien, d'effet c'est fautif. parfait, c'est Je parfait. pense que c'est C'est bien pour les c'est- patients. c'est ça. Et là, c'est une très bonne chose aussi. Mais là, c'est vrai que ça dépend un peu du patient qu'on a en face de toi, de soi, effectivement. Mais là, c'est effectivement un choix aussi, hein. La micromonovascule, c'est un truc qui marche très très bien. D'ailleurs, moi, dans les premiers implants, je travaillais à l'époque en investigateur pour Zeiss, quand ils avaient commencé à sortir les premiers profils pour Excimer, il s'appelait le profil LBV, donc qui était basé sur une micromonovision, hein, avec un profil assez large. Et ouais, je vois maintenant des patients que j'ai opérés il y a une douzaine d'années, ils sont impeccables, hein. Il n'y avait aucun problème. Je me suis toujours méfié, moi personnellement, je me méfie toujours de l'aspect en petit téton au centre, parce que forcément, ça rend un peu vulnérable à la pupille. Il y a un truc dans ma tête, j'ai du mal à l'intégrer. C'est-à-dire que si on a un téton prolate au centre, c'est un truc qui, à mon avis, c'est la source de problèmes. C'est très variable en fonction de le diamètre pupillaire, etc. Donc, il y a des patients aussi qui peuvent être super bien, et puis il y a des patients qui peuvent être extrêmement gênés par des comas, par des effets délétères photiques. Enfin, voilà. Donc ça illustre un petit peu disons, l'impression que j'ai sur les optiques, hein. Donc, en fait, il faut toujours, sur les différents implants, c'est très, très important pour vous d'avoir vraiment une analyse. Si vous vous exercez,
Quand on va vous présenter un nouvel implant, vous pouvez tout de suite savoir comment il est fabriqué. Vous avez tout de suite le plafond, le truc dans la tête. Le labo vous dit, ouais, oui, on ne peut pas vous dire exactement c'est un brevet, mais vous savez immédiatement, vous voyez le profil, vous voyez un petit peu ce qui vous dessine, vous savez exactement comment il est fait. Et ça vous donne automatiquement, et c'est ça qu'il faut acquérir, parce que c'est ça qui vous permettra de faire de bons choix et d'éviter justement, il ne faut pas rester à la culture, le flyer, c'est bien pour le début, mais il ne faut pas rester à la culture du flyer. Je pense que c'est ce que tu disais, c'est Ouais, bien de faire ses propres courbes de MTF, notamment oui, quand on commence c'est avec certains implants. Et après, c'est vrai qu'il y a des publis. Il y a Damien Gatinel et Benjamin Stern qui mettent les implants sur analyse en bord optique. Ça, oui. c'est hyper intéressant aussi. Bon, on nous dit c'est des Ouais, implants, c'est pas mhm, diffractif, vous inquiétez ouais, pas, c'est un EDOF pur. En fait, on se ouais. rend compte que c'est des pseudo EDOF et qui est en fait un vrai profil Exa- avec des petites phases intermédiaires. En fait, ça a des effets Exactement. diffractifs. Ça avait été une lutte au départ. Je me rappelle que j'avais partagé avec Damien. C'était le premier implant dit EDOF qui était sorti. Et donc, c'était un grand secret industriel. Personne, on ne voulait pas dire que c'était le profil, etc., quel profil c'était. Mais en fait, avait bien vu, et moi aussi, je savais, c'est un implant diffractif LOAD. Donc en fait, il n'y avait pas de secret particulier s'il avait moins d'effets photiques que les autres. Il faut savoir que le premier implant EDOF, appelé EDOF, c'était un diffractif low-AD. Et c'était un secret industriel. Et en fait, il y avait des marches moins hautes, moins de marches. Ça veut dire moins d'effets photiques. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour vous dire que les implants LOAD, c'est toujours intéressant pour commencer. Ou si on a un patient chez qui on veut lui donner quelque chose en plus sans prendre de risques, hein. Donc, avec une bonne vision de loin, c'est ça qui est important.